Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Vous êtes porte-parole du nouveau parti anticapitaliste et c'est Philippe Poutou qui vous représente dans l'élection présidentielle. Mais on va commencer par la guerre. Quelles sont vos impressions face à la guerre en Europe et votre réaction politique? J'ai le sang glacé, comme beaucoup de personnes. On a beau savoir ce qui se trame, quand ça arrive, on est dans un premier temps tétanisé, on est particulièrement inquiet, puis un sentiment de solidarité d'abord pour les Ukrainiens, les Ukrainiennes, les habitants qui se trouvent là-bas et qui sont victimes de cette guerre que vient de déclarer Poutine, qu'il a mis d'ailleurs en application en envahissant le pays. Et voilà. Un exode commence et un mouvement de population. Un mouvement de population, et d'ailleurs une des premières mesures, en effet, qui serait louable de la part de l'Europe et de la France en particulier, serait pour une fois d'accueillir en tant que tel et pas avoir un grand débat polémique comme à chaque fois, eh bien tous ceux qui vont venir victimes de cette guerre, comme c'est arrivé en Syrie, comme c'est arrivé en Libye. J'espère que ça sera cette fois-ci un mal pour un bien. Et puis l'enjeu, humblement, c'est d'essayer d'organiser un grand mouvement de solidarité internationale pour obtenir le retrait des troupes russes, d'obtenir un cessez-le-feu et puis d'obtenir aussi peut-être une paix durable. C'est-à-dire il y a ces deux temps, le temps de l'urgence immédiate, la solidarité concrète, et puis le temps au long cours, c'est-à-dire permettre un vrai droit à l'autodétermination de toutes les populations qui vivent en Ukraine, à l'Est comme à l'Ouest. Et ça implique de sortir des enjeux et des jeux que les différentes forces impérialistes en puissance effectuent depuis des années et des années. Quel regard, quelle analyse sur Vladimir Poutine? Eh bien, pour moi, c'est un espèce de mélange entre le pire du stalinisme et puis une tradition tsariste. Voilà, c'est-à-dire une volonté impérialiste en tant que telle. Voilà. Et je salue d'autant plus le combat courageux que mènent un certain nombre d'organisations sociales et politiques là-bas. Vous avez vu qu'il y a eu plus de 1400 arrestations. Je pense qu'il faut avoir du courage pour manifester cette opposition. On a un groupe arrestations en Russie, vous voulez dire? En Russie, absolument. Des opposants à la guerre. Des opposants à la guerre. On a une organisation avec laquelle on travaille qui aujourd'hui dit cette guerre ne s'effectue pas en notre nom. Et je pense que c'est important parce que, mine de rien, si l'objectif consiste aussi à isoler un maximum Poutine sur la scène internationale, bien le combat des peuples, des opinions publiques a un sens. Ce qui se passe là-bas également, c'est-à-dire en Russie, parce que il y a la peur, il y a la terreur, il y a le système tel qu'il est, mais est-ce qu'il fait l'unanimité là-bas? Je ne pense pas. La Russie n'est pas dans la même situation économique. Peut-être que son calcul, c'est de faire comme en Crimée. Enfin, c'est aussi tout un pari politique de son point de vue. Hein. Il y aura une résistance aussi populaire en Ukraine. L'idée qu'on peut prendre l'Ukraine comme ça peut être le scénario en Crimée, ça peut être aussi un autre bourbier militaire, comme on a connu la Russie en Tchétchénie ou en Afghanistan, par exemple. Il y a peut-être en France, à la gauche de la gauche, une fascination vis-à-vis de Vladimir Poutine, de la sympathie qui pouvait être affirmée parfois, à l'extrême droite aussi, puisque nos amis de la matinale viennent de parler des positions d'Éric Zemmour, qui assez souvent a témoigné de la sympathie pour Vladimir Poutine. Vous n'avez jamais éprouvé ce genre de sentiment vis-à-vis Non, parce que je suis un internationaliste, et puis le sens de mon combat, depuis toujours, c'est l'émancipation des peuples. Voilà. Donc je me retrouve... Et puis toute l'équation toute l'équation internationale qui consiste à dire l'ennemi de mon ennemi est forcément mon ami, c'est pas mon équation à moi. Voilà, on est conscient du fait que dans la région, je vous dis, les populations d'Ukraine sont victimes des différentes puissances impérialistes en puissance. On n'oublie pas non plus celle de l'OTAN. L'OTAN, elle fait partie pour nous du problème, donc pas de la solution. Voilà, donc il faut aussi... que chacun tire les bilans de ce qui est effectué depuis des années. Mais dire ça, être par exemple dans le camp de la politique de ceux qui résistent à l'impérialisme américain des États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on se retrouve dans ce qu'est l'impérialisme russe aujourd'hui, loin de là. L'OTAN fait partie du problème, dites-vous, Olivier Besancenot. Les pays limitrophes de la Russie sont contents d'avoir l'OTAN. Et hier soir, ou ce matin, tôt plutôt, le président de la République française a dit que des troupes, des Français, des soldats, seraient envoyés en Roumanie, dans le cadre précisément des forces de l'OTAN, pour montrer à ces pays qu'on les soutient, peut-être on les défendra, si Vladimir Poutine a des calculs que l'on ignore, mais il inquiète tout le monde, évidemment. Il inquiète tout le monde, et puis ce qui se passe dans la région, c'est-à-dire que là, déjà, ça a dérapé. On est déjà dans la guerre. Mais ça peut déraper encore plus. Donc qu'on aille soutenir les pays limitrophes et que des soldats français aillent en Roumanie. Mais moi, je pense que la solution n'est pas dans l'OTAN. Donc voilà, si vous me posez la question, un gouvernement que j'imagine ne serait pas dans le cadre de l'OTAN, parce que l'OTAN, par exemple, non seulement est toujours présent en Europe depuis 1991, mais même a développé sa présence, alors qu'à ce moment-là, c'était la dissolution du pacte de Varsovie. Hein. Je dis ça puisque l'argument de la présence de l'OTAN, c'était celui de la guerre froide. J'entendais aussi Emmanuel Macron dire l'histoire va peut-être bégayer, donc se répéter. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on est dans une situation inédite. Il y a les traces du passé. On évoquait par exemple les longs projets historiques qui animent
Poutine depuis longtemps, mais on est dans un contexte aussi inédit, voilà, qui est aussi une phase de mondialisation libérale qui s'achève avec des contradictions nouvelles, des contradictions économiques, écologiques, énergétiques. C'est aussi un des enjeux qui est en train de se nouer en ce moment. Et puis avec une constante, pour reprendre une formule d'une révolutionnaire allemande qui s'appelait Rosa Luxembourg, en général, les guerres, c'est souvent le prolongement sur le terrain militaire de compétitions qui ont lieu sur le terrain économique. Et c'est pour ça que je vous parlais du temps immédiat, la solidarité tout de suite avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes, et le long cours. Un droit à l'autodétermination, ça implique de se faire dans un contexte qui soit le plus pacifié possible, donc le plus démilitarisé possible, donc avec des solutions politiques possibles, et donc sans être la monnaie d'échange des grandes puissances qui sont... Il y a là aussi des organisations sociales et politiques, une qui s'appelle Mouvement Social en Ukraine, qui est un regroupement de syndicalistes et d'organisations de gauche, et qui réclame évidemment l'aide et la solidarité par rapport à la guerre que mène Poutine, mais qui disent aussi on ne veut pas être l'enjeu de tractation avec l'OTAN ou les États-Unis. Mais là, la guerre est là, il faut donc soutenir les Ukrainiens. Le président ukrainien dit oui, d'accord, mais enfin, là on est tout seul. Hein. Là, il n'y a personne avec nous. Là. Alors, on disait on va peut-être accueillir une partie de la population qui fuit le pays. Mais concrètement, dans l'adversité face aux Russes, les Ukrainiens, débrouillez-vous. Non, pas débrouillez-vous, mais oui, c'est difficile. Ouais. Moi, écoutez, depuis 48 heures, j'entends plein de personnes qui ont des propos tout à fait définitifs sur ce qu'il faudrait faire. Il faut comprendre que quand une situation est prise de court, à un moment donné, il faut l'assimiler dans l'urgence pour apporter des solutions durables. Oui, il faut utiliser tous les moyens de pression politique, diplomatique, économique pour isoler un maximum Poutine. Il faut un mouvement de solidarité. Il faut l'accueil des réfugiés. Et puis, il faut des solutions à long cours. Mais voilà, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et il faut essayer aussi de garder la tête froide, ce qui n'est pas forcément évident dans ce genre de situation-là. Voilà. Mais en tous les cas, notre solidarité, elle va avec ceux qui sont... moi, quand je vois ces images, les hélicoptères, les chars, si vous voulez... ça me parle, ça me révolte. Cette situation montre aussi qu'il faut entretenir dans les pays un outil militaire. Peut-être que cela ne correspond pas tout à fait au projet politique qui est le vôtre, mais est-ce que concrètement, c'est pas une question... un pays qui se désarme n'est pas un pays en danger ? Écoutez, moi j'ai cru comprendre qu'il y a des générations, par exemple, qui ont milité dans les années 70 et même 80 pour obtenir justement un maximum de démilitarisation à ce moment-là. Et que le mouvement des peuples a aussi pesé. Et que justement l'escalade permanente à la guerre, elle nous amène aussi à ce genre de situation-là. Voilà. Donc moi, je ne suis pas l'allumé de service qui vit dans une autre planète, je sais dans quel monde on vit, mais l'escalade... Un monde dangereux. Un monde dangereux, extrêmement violent, avec énormément d'enjeux économiques à l'appui, et puis à chaque fois, c'est les peuples qui payent. Voilà. Et ça, ce qui fait que ma tradition de pacifiste contre ce type de guerre-là, et notamment les guerres impérialistes, elle reste maintenue. Voilà, mais j'ai aussi conscience des temporalités, des situations dans lesquelles on se trouve, de ce que fait Poutine ou pas, dans le long passif que j'ai avec sa politique, par exemple, comme quelques autres, c'est aussi d'avoir laissé la dictature de Bachar el-Assad en place, par exemple. Voilà, donc, comme je peux aussi dire que l'entièreté de la communauté internationale a tourné les yeux, pour pas dire lâché, les Kurdes qui, sur place, ont lutté contre l'État islamique dans cette guerre qu'on menait ensemble, d'ailleurs. Vous dites que ce sont les peuples qui payent au sens premier du terme. On risque de le payer en France pour parler de notre pays, avec probablement une augmentation rapide des prix des produits, des prix des matières premières, pardon. Les prix vont flamber. Voilà, les prix vont flamber, l'essence va augmenter. Comment on fait face à tout ça ? Il flambait déjà. Là, il y aurait des mesures à prendre par rapport aux groupes énergétiques qui ont des accords commerciaux et économiques en cours avec ce type de puissance-là. Et puis, il y a un autre danger que je voudrais évoquer, parce qu'il y a ce risque-là, mais immédiat. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est inédit. Moi, j'aurais jamais pensé vivre ça à titre personnel. C'est que je disais ça dérape déjà, mais ça peut déraper encore plus. C'est pas tous les matins qu'on se réveille hier avec un dirigeant, M. Poutine, qui menace à mi-mot d'utiliser l'arme atomique. Nucléaire, bien sûr. Oui. Voilà, donc ça peut vraiment... Vous voyez, le genre de guerre, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Sa phrase, c'est qu'il pourrait y avoir, si on s'opposait à la Russie, des conséquences que vous n'avez jamais connues. Absolument. Donc, effrayant, effectivement. C'est effrayant. Et donc, c'est pour ça que... quand je parle de solutions aussi au long cours, il faut les avoir en tête. Vous me posiez la question par rapport à la militarisation du monde, ça en fait aussi partie. Nous sommes en campagne électorale. Ouais, ça paraît un peu dérisoire. Jamais dans l'histoire de l'élection présidentielle française, un événement international n'a bousculé à ce point la campagne, qui de fait est un peu en suspens. Mais on va en parler quand même, puisque vous êtes engagé, votre parti est engagé dans la campagne présidentielle. Philippe Poutou est votre candidat.
Les parrainages, vous en êtes où? Ben, on a fait la moitié du chemin, il nous reste la moitié à faire. 250? 250, un peu moins de 250. Il nous reste la moitié du chemin à faire en Et il une vous semaine. reste une semaine, voilà. Exactement, puisque c'est vendredi prochain à 18h que tout se termine. La dernière fois, la dernière élection présidentielle, on avait obtenu un peu moins de 300 signatures dans la dernière semaine. C'était plus étalé dans le temps, donc ça veut dire qu'on est dans la course, mais que ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Pourquoi ça ne marche pas mieux? Philippe Poutou est candidat pour la deuxième fois. Votre parti a une habitude de l'élection présidentielle. Et ouais, mais nous, Comment ça se fait que vous n'avez pas les parrainages? Parce que nous, on fait la même activité militante que d'habitude. Pour vous donner un ordre d'idée, on a rencontré 10 000 maires. Donc personne ne nous 10 000? Ouais, 10 000. Personne ne nous les donne. On va sur les routes. Et pour la première fois, on a 5 000 maires hésitants. Et puis, je pense qu'il y a un phénomène de grève, mais presque, puisque nous, on va dans les maires des petites communes pour échapper au poids des partis institutionnels. Et il y a plein de maires qui en ont ras-le-bol d'être victimes de ce système dont tout le monde dit qu'il ne tourne pas rond. Nous, ça fait depuis 2002 qu'on préconise un système de parrainage populaire. On pourrait discuter du chiffre, du nombre de personnes qui iraient parrainer telle ou telle candidature, mais au moins qu'on soit sur ce système-là. Et le fait d'hériter ce truc-là, on a par exemple des mouvements de maires qui disent on s'est réunis à plusieurs, on a décidé ensemble de parrainer personne. Maintenant, je voudrais passer un message personnel, puisqu'on est dans la dernière ligne droite. Allons-y. Enfin, personnel et un peu collectif. J'espère qu'il est un peu politique, oui. Voilà. Ouais, j'espère aussi. Ouais. À tous les maires qu'on a rencontrés, notamment tous ceux qui nous ont dit revenez nous voir quand Jadot, quand Mélenchon, quand Roussel, quand Lutte ouvrière auront leur parrainage. S'il en manque à Philippe Poutou, là on donnera. Voilà, je leur dis c'est maintenant. Il y a un risque que Philippe Poutou n'ait pas ses signatures et que donc votre parti ne soit pas représenté dans l'élection présidentielle? Là, dans la dernière ligne droite, je vais vous dire, c'est un risque que j'imagine même pas. Je l'envisage même pas. D'accord. Mais le risque existe objectivement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait appel aux maires pour leur dire que mardi, vous savez, c'est le mardi et le jeudi qu'on a les validations du Conseil constitutionnel. Ce serait bête de se dire jeudi, finalement, il en manque que quelques-unes à Philippe Poutou, et puis qu'il y a des maires qui se réveillent un tout petit peu trop tard pour donner, alors qu'ils avaient au fond envie que Philippe Poutou en soit. Parce que le fond de l'histoire, c'est que par rapport à la dernière élection présidentielle, ce serait quand même dommage que le seul candidat qui puisse pas en être, comme par hasard, c'est le prolo, c'est l'ouvrier, c'est celui qui connaît quand même un peu la vie quotidienne de millions de personnes. Pourquoi vos voisins qui ne sont pas vos amis, je pense à Lutte ouvrière, et donc la candidate est Nathalie Arthaud, ont leur signature et pas vous? Ils travaillent mieux que vous? Sûrement, peut-être qu'ils sont peut-être plus productifs que nous. Je ne sais pas, non, ils s'y prennent très très en amont. Très très en amont. Ils sont partis depuis un an et puis ils ont une efficacité absolument redoutable. Voilà. Mais on est pas mal dans notre genre non plus, mine de rien. Je peux vous garantir qu'on met de l'énergie militante sur le terrain. Voilà. Si Philippe Poutou n'était pas candidat, après tout c'est possible, pourquoi est-ce qu'il y aurait deux candidats d'extrême gauche dans une élection présidentielle? Un, c'est déjà pas mal. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous soutenez Nathalie Arthaud? Avec des scies, on coupe du bois, comme dirait l'autre. Ça, c'est pas faux, oui. C'est pas faux. Vous voulez pas répondre à la question? Non, parce que c'est pas la première fois qu'il y a plusieurs candidats. Sinon, on se présente. Ah non, parfois, il y en a eu 3 d'extrême gauche. Vous voulez, on peut faire plus, même si on peut dire que c'est 2 de trop pour la société. Non, pourquoi vous vous entendez pas? Pour la société, c'est. Pourquoi vous vous entendez pas? C'est les gens qui décident. Si ça gêne personne, les électeurs qui décident aussi. Mais. Pourquoi vous vous entendez pas? Attendez, je vais terminer là-dessus. On a une spécificité politique. C'est que nous, on a une identité particulière. On est unitaire. Également, quand il y a des accords unitaires avec le restant des forces anticapitalistes, on le fait. D'ailleurs, Philippe Poutou, lui-même, il a été élu, par exemple, conseiller municipal à Bordeaux sur un type de rassemblement. Quand c'est possible, on le fait. Quand on a aussi nos choses à dire en termes d'auto-représentation politique, j'étais en train de vous l'expliquer, au-delà de ce qui est dit, et puis il y a un positionnement politique complètement décomplexé à gauche, on a une voie particulière. Vous prenez le dernier débat de la présidentielle, imaginez le même débat sans Philippe Poutou. Il y a quand même un petit parler vrai, refaire descendre le débat politique un petit peu sur terre. Je pense que Philippe Poutou, il l'a fait comme ça en quelques minutes. Je pense qu'au moins François Fillon et Marine Le Pen s'en souviennent. S'il y en a qui ont oublié, moi je peux vous dire, eux l'ont pas oublié. Il les avait mis en cause, il avait mis François Fillon en cause pour ses affaires, et Marine Le Pen, j'ai revu la vidéo il n'y a pas très longtemps. Mais sur l'immunité ouvrière. Ah, l'immunité ouvrière, voilà, qui était la phrase qui avait sans doute marqué le débat. Mais ça, c'est le talent de Philippe Poutou. Mais sur le fond, qu'est-ce que ça apporte plusieurs candidats d'extrême gauche? Pourquoi ne pas se réunir? Qu'est-ce qui empêche que l'extrême gauche se réunisse? Ça va au-delà de l'extrême gauche. C'est la question des forces anticapitalistes qui est posée. La question que je pose, moi, sur le long terme, c'est que face à nos adversaires politiques qui sont la droite et l'extrême droite, il y a une particularité qui est liée d'abord à cette histoire d'auto-représentation politique. Nous, plutôt que de dire aux politiciens professionnels, représentez-nous, on préfère le faire nous-mêmes. En termes de positionnement politique, d'être une gauche entièrement décomplexée
et dire notre programme en regardant les gens dans les yeux, de la même manière que la droite et l'extrême droite sont décomplexés de leur camp depuis des années et des années. Et puis en termes d'orientation politique, 2-3 solutions politiques, on est, d'après nous, les seuls à porter en termes de répartition des richesses, en termes de partage du temps de travail également, puisqu'on trouve absurde, nous, que, eh bien, il y a encore des millions de personnes qui recherchent une activité aujourd'hui professionnelle, alors qu'on réclame à ceux qui sont encore en activité de travailler plus longtemps, soit dans la semaine avec les 45 heures pour les plus jeunes, soit le énième débat sur la réforme des retraites, alors que nous, on préconise eh bien, de partager le temps de travail entre tous et toutes, entre tous les bras, entre toutes les mains, entre tous les cerveaux, ce qui ferait en effet un temps de travail qui serait largement réduit à 30 heures, en l'occurrence, si on impliquait tous les chômeurs de ce pays. Si vous faites le calcul, en l'occurrence, oui, bien sûr. Si par exemple, au lieu de... C'est toujours plus. Non, justement non. En fait, toujours moins. Non, justement non. C'est quelque chose de très sérieux qui permettrait de s'attaquer un minimum à l'inégalité, à la pauvreté, que chacun ait un emploi. Monsieur Apathy, il y a, d'après l'INSEE, 19 millions de salariés à temps plein dans ce pays. Si vous accumulez l'entièreté des heures travaillées sur une année, de ces 19 millions de personnes et que vous ne la réduisez pas, non pas sur ces 19 millions seulement, mais sur 24 millions, c'est-à-dire vous y avez ajouté le nombre de chômeurs, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre qu'en effet on travaille moins. Et le chiffre, ça fait 30 heures. Mais le bon chiffre pour moi, c'est celui qui permet à chacun et à chacune d'avoir un emploi. Ça s'appelle le partage du temps, même ça s'appelle l'échelle mobile du temps de travail. Est-ce que l'écologie, d'après vous, a renouvelé le débat politique et doit être davantage présente dans les projets, ou est-ce que c'est toujours la critique économique et la proposition économique qui doivent primer, l'anticapitalisme qui doivent primer? Ah non, je pense que c'est une question stratégique de fond, oui. L'écologie. L'écologie, dans nos rangs, il y a quelques précurseurs de l'écosocialisme. Il y en a aussi qui ne sont pas dans nos rangs, même à l'échelle internationale, par exemple, Bookchin et d'autres, qui posent la question en termes de projets de société, au-delà des mesures immédiates qu'il faudra prendre en termes de transition énergétique, de sortie du nucléaire, des énergies fossiles. C'est aussi comprendre qu'on a un problème de fond avec le logiciel de l'économie de marché. C'est que le logiciel de l'économie de marché, c'est un logiciel qui fait qu'on fabrique d'abord et on se pose le problème de l'attribution des ressources seulement après coup. Voilà, selon le truchement de l'économie de marché, et donc de la loi de l'offre et la demande. Nous, on préconise d'inverser ce logiciel, c'est-à-dire de partir de l'estimation démocratique des besoins réels de la population en prenant en compte l'épuisement des ressources naturelles, pour établir seulement après coup la production à la hauteur de ce qui est strictement nécessaire. Sortie du nucléaire, c'est quand même une production d'énergie décarbonée. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent les écolos sont contre le nucléaire et c'est contradictoire. Alors là, c'est magnifique. On a des vertus au nucléaire en ce moment absolument extraordinaires. C'est gratuit, ça pollue pas. Et puis, c'est gratuit, personne ne dit ça. Ça pollue pas, c'est assez vrai. Enfin, ça pollue pas. Les déchets produits. L'uranium, on va le chercher où? Oui, d'accord, mais non, il n'y a pas de d'accord. La production d'électricité. On annonce qu'on part. Il vaut mieux produire du nucléaire ou du charbon? Non, on est pour sortir du nucléaire, on est pour sortir des énergies fossiles et du nucléaire. Il y a des scénarios très sérieux pour en sortir en 10 ou 15 ans. Mais par exemple, quand on quitte les troupes, on dit les troupes françaises partent du Mali. Elles vont où? Au Niger. C'est-à-dire que les sites d'uranium qui permettent le nucléaire français seront protégés par l'armée parce qu'on a aussi des intérêts économiques là-dedans. Et dernier exemple d'un point de vue économique aussi vers ces pays. C'est aussi une réalité. Écoutez, la population malienne n'a pas l'air extrêmement convaincue de notre efficacité sur ce terrain-là. Mais je termine sur le coût du nucléaire, puisque M. Macron nous explique qu'on va avoir 6 réacteurs supplémentaires d'EPR avec toujours la même illusion. On aimerait, mais c'est pour l'instant une illusion du nucléaire propre et non polluant. Je rappelle que le dernier exemple en date, c'était le réacteur nucléaire de Flamanville. De mémoire, on devait le construire en 5 ans, ça devait coûter 3 milliards. Maintenant, c'est 2023 au plus tôt, et on est à 20 milliards. Donc, quand ça ne marche pas, on continue. Tradition bien française. De manière générale, vous regardez la scène présidentielle. Emmanuel Macron va vers un second mandat, ça vous paraît... Je ne lis pas dans le mar de café, puis je vais vous dire... Déjà fait, pas fait? Non, puis la situation, elle est vraiment instable. C'est-à-dire que les crises... Là, on parlait de la guerre, mais là, moi, je pense à la génération qui arrive, c'est-à-dire on sort d'une crise sanitaire, on rentre dans un contexte de guerre, et tout est plombé par ça. Et tout ça, ça met en lumière les différentes crises économiques, sociales, écologiques qui s'accumulent et qui se transforment en crise politique majeure. Et le propre d'une crise politique majeure, c'est que c'est instable pour absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'une force peut être balayée en quelques mois, les mêmes qui sont apparus en quelques mois. On a un problème politique de fond à gauche, c'est que dans cette instabilité générale, c'est polarisé pour l'instant par la droite et l'extrême droite, avec des choses et des lignes rouges du côté de l'extrême droite qui ont été franchies, qui doivent, je pense, tous nous inquiéter. Donc même le drapeau de l'antifascisme, j'espère que Philippe Poutou pourra le lever fièrement dans le cadre de cette campagne, parce que là aussi, il y a une histoire. Là aussi, l'histoire nous parle. La gauche est hors jeu de cette élection présidentielle. C'est le sentiment qu'on a.
Laissez-nous déjà être dans les starting blocks. D'accord, mais Je vous le dirai enfin, vendredi prochain. vous voyez bien que la gauche se porte pas très bien, quoi. On est d'accord quand même sur le constat. On est d'accord sur le Elle s'est constat. portée mieux. Elle s'est portée Oui, bien, je très suis bien. sympathique. C'est une manière élégante de le dire. Deuxième tour, Macron-Zemmour. Non, ça, je ne vais pas faire. Ah, ça, c'est Ah, vous voulez pas jouer à ce jeu? Non, non. Non. J'ai joué tellement. Mais ce sont des questions qui peuvent être posées? C'est-à-dire... Tout est voilà. possible. Politiquement, je pense que tout est possible. Ouais, Oui, c'est bah, ce que je tout vous disais. est possible. Que Les le pires président accidents sont sortant possibles. soit au second tour, ça c'est possible. Et que face à lui, il ait un candidat issu de l'extrême droite, ça s'est déjà produit en 2017, donc c'est possible aussi. Non, Qu'est-ce que mais- vous avez fait en 2017, vous, tiens? En Au 2000 deuxième tour, hein, je veux dire. Hein. Au deuxième tour, on avait appelé à voter de mémoire. Enfin, moi, si je vous dis vraiment ce que j'ai fait, Vous pouvez le dire. Hein. ouais. Ça restera pas entre nous. Non, j'y suis pas arrivé, en fait. J'y suis pas. Vous n'êtes pas arrivé à voter Emmanuel Macron. Ouais, à titre personnel. j'y Vous suis avez pas voté arrivé. blanc, par exemple. Ouais. Mais c'est surtout un débat. C'est ça, vous avez voté Non, blanc. c'est surtout comment dire. Je dis ça parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'engueulades dans les milieux de gauche. Est-ce qu'on vote ou pas Macron? Et ça, c'est typiquement le type de débat empoisonné, vous savez, dans les familles de gauche. Parce que tout le monde a des bons arguments. Et c'est un chantage auquel on ne veut plus participer. C'est pour ça que je ne veux pas jouer au petit jeu du scénario du deuxième tour. Puis je vous dis ça parce qu'en 2002, j'étais candidat. Pendant toute la campagne, on m'a posé la question de savoir pour qui je voterai au deuxième tour. Et manque de bol, c'était le seul scénario qu'on n'avait pas prévu. Ah oui, Vous voyez, en 2002, non. personne n'avait prévu Non, Jean-Marie Le Pen. dans au une second crise tour. politique, tout est possible, le meilleur comme le pire, et nous on essaye de tabler pour le meilleur, et puis d'arrêter simplement de faire de la politique par défaut. Moi, si je me sens représenté par Philippe Poutou, c'est aussi pour ça. Vous voyez, pour moi, ça a un sens, vraiment. Quelqu'un qui connaît un minimum ce qu'est la vie quotidienne de millions de personnes sans qu'on ait besoin de lui raconter sur des fiches techniques, ça, c'est important. Voilà, ça a un sens politique fort dans la petite contribution qu'on doit apporter à ce qui sera nécessaire pour la gauche après les élections. Parce que je peux vous dire un truc, c'est que rien ne va s'arrêter au moment de l'élection présidentielle. Peut-être que tout va commencer en termes de reconstruction nécessaire. La politique, ça ne s'arrête jamais. C'est une construction permanente et, Ouais, mais avec et des- souvent une insatisfaction permanente, d'ailleurs. Oui, puis aussi des moments jubilatoires. Ça existe aussi. C'est quoi le dernier moment jubilatoire que vous avez connu, vous, dans Bon, la on en a politique? parlé ensemble. Hein, allez-y. Ouais, oui, quand Philippe Poutou a quasiment éteint en quelques instants François Ah, Fillon et Marine Le d'accord, Pen, c'était jubilatoire. Pour moi, j'étais comme un dingue devant ma télé. Ouais. Il n'y a pas d'immunité ouvrière. Absolument. Voilà, ça vous a plu. Donc, Non, Philippe, mais il y en a d'autres, des moments. Philippe Poutou, à la recherche de ses parrainages. Absolument. Et pour synthétiser notre conversation, vous espérez que la semaine prochaine, 500 parrainages seront arrivés au total au Conseil constitutionnel. Voilà, et j'entends même des responsables de gauche. Je crois que M. Roussel a expliqué que puisqu'il les avait maintenant, il souhaitait que tous les candidats de gauche puissent aussi avoir leur parrainage. J'espère que nous, on ne demande rien. C'est-à-dire, on ne demande pas qu'on nous les donne. Par contre, tous les maires qu'on a démarchés qui nous disent il y a mon parti qui, pour l'instant, n'a pas dit, voilà, on aimerait juste que cet obstacle-là soit levé. Merci, Olivier. Pareil pour Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs. C'est levé, c'est fait. Il a les 500. Justement. Donc, C'est ça. Et donc, vous espérez des faits verts. faire comme lui, des faits verts. Merci, Olivier Besancenot, d'avoir accepté l'invitation d'LCI.